Pierre Marissef, directeur de l'Institut pour la justice. On peut peut-être présenter cet Institut pour la justice. Alors on est une association et un think tank et notre but c'est de réformer la justice française, qui en a bien besoin, par des notes d'experts, mais aussi par un travail de communication générale, bon, notamment ce que je fais ici là, à venir vous présenter nos thèses. Et notre but c'est de la réformer dans un sens particulier, dans un sens plus pragmatique et plus efficace. On estime que la justice française depuis 40 ans n'est ni pragmatique ni efficace pour assurer sa mission première, qui est assurer la régulation des comportements et donc vaincre l'insécurité. Est-ce qu'elle a un biais, selon vous, idéologique, cette justice aujourd'hui ? Alors c'est très variable. Il y a tout un tas de magistrats. Les magistrats sont un des corps les plus brillants intellectuellement qu'on a en France, et donc moi j'ai beaucoup de respect pour eux, mais il y a parmi les magistrats une petite minorité, je dirais entre 15 et 20%. Non, on est là pour dire la vérité. Tous les avocats disent le contraire. Que je rencontre, oui, mais les avocats, c'est normal. Non, ils disent tous que les magistrats qu'ils rencontrent, c'est normal. Ce qui les sont leurs adversaires. Non, c'est pas nos adversaires. On doit travailler avec eux. Ce qui est certain, c'est que le concours de l'ENM est le plus difficile des métiers du droit. Ils disent tous que les magistrats qu'ils rencontrent, précisément, ne brillent pas par leur qualité. Non, ce que monsieur veut dire par là, c'est que le concours va pas aller sur les qualités intellectuelles. Le concours de l'ENM, c'est un des concours les plus durs en France, et ça, c'est une réalité. Après, sur le terrain, il y a quand même un biais idéologique. Je pense que c'est difficile de le J'en nier. étais pas encore là. Effectivement, il y a une petite minorité. Sur le concours théorique, oui. Qu'il produit des gens intelligents. Peut-être pas, mais en tout cas, c'était un des concours les plus exigeants. Oui, ce sont des gens en moyenne intellectuellement élevés. Non, mais y a-t-il un biais idéologique ? Moi, je le pense. C'est notre thèse. Nous avons d'ailleurs publié un documentaire qui est gratuit sur YouTube qui s'appelle « Justice, comment la gauche a pris le pouvoir ». Et nous estimons qu'il y a une idéologie très puissante au sein de la justice, notamment syndicat de la magistrature, mais ça va même au-delà, syndicat de la magistrature, qui est le deuxième syndicat de magistrats. Ça va même au-delà, puisqu'il innerve également l'USM, qui est le premier syndicat de magistrats, qui signe des communiqués communs avec le syndicat de la magistrature. Donc, bref, il y a un espèce de consensus moral de ce qui peut se dire et de ce qui peut pas se dire, de ce qui peut se faire et pas se faire en tant que magistrat. Et ce consensus-là, il penche clairement à gauche. Le syndicat de la magistrature fait à peu près 30% des voix aux élections. Et on a étudié, par exemple, l'École nationale de la magistrature. À l'École nationale de la magistrature, je vous donne un seul exemple. Alors, l'Institut pour la justice n'a jamais été invité pour présenter ses thèses à l'École nationale de la magistrature. En revanche, le GISTI, le groupement de défense des immigrés, le GISTI, qui est une association d'extrême gauche, c'est pas de la gauche classique, d'extrême gauche, lui a été invité à donner une conférence sur place. C'est véridique, je tiens ça d'une camarade qui était à l'ENM à cette époque-là. Donc, il y a un consensus qui règne au sein de l'ENM et qui penche à gauche. Mais ce consensus, malheureusement, il est peut-être un peu plus fort chez les magistrats, mais il est fort dans toutes les élites françaises. Et à Paris en particulier, vous regardez les votes à Paris, ça penche à gauche. Les élites françaises et peut-être même mondiales, les élites penchent à gauche. Et donc, les magistrats peut-être encore plus. Alors, quelle est votre influence ? Nous, concrètement, là, typiquement, l'année dernière, on a fait voter, on a réussi avec des députés à faire voter un amendement à la loi narcotrafic qui permet, depuis l'été 2025, et j'ai eu aussi des témoignages de magistrats qui ont appliqué cette loi, un amendement qui permet de rendre automatique l'expulsion pour les étrangers reconnus coupables de narcotrafic. Une mesure de bon sens, il faut y aller par petits pas, en l'occurrence c'était la loi narcotrafic, donc c'est là-dessus qu'on a pu se concentrer. Donc là par exemple on a une influence très concrète, notre documentaire a fait un peu plus de 150 000 vues, donc je pense qu'on a une influence, on doit faire au moins 2 à 3 millions de vues tous les mois sur Instagram, plus sur d'autres réseaux sociaux, donc je pense qu'on commence à peser dans le débat public, mais bon, c'est pas à moi forcément de le dire. Et puis là, en ce moment, on a justement parlé de ce dont parlait Gauthier Lebret. On a soutenu, on a même coécrit des amendements sur la loi riposte au Sénat pour permettre l'expulsion. Cette fois, ce qui était concerné, c'était les étrangers auteurs de violations de domicile, donc ça concerne essentiellement les squats, et rodéo urbain sous alcool, sous drogue ou sans permis. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas été voté. Je me souviens qu'on avait reçu un procureur de la République de Meaux. Il disait qu'il avait 15 magistrats sous sa compétence. Et il m'expliquait qu'en Allemagne, le même procureur aurait eu 35 magistrats. C'est complètement vrai. Non. Et qu'il y a un déficit, évidemment, de magistrats et qu'il y a des moyens qui ne sont pas mis en place. Et en 2027, il faudra évidemment que la campagne présidentielle règle tout cela parce que le social, c'est très bien.
on investit massivement dans le social, mais le régalien de ce fait, que ce soit la police parfois, la justice manque budget de record moyens. pourtant sous Dupond-Moretti, hein. C'est la seule chose plutôt positive de l'ancien garde des Sceaux. Il y a toujours une statistique que j'aime bien parce qu'elle est parlante. Lorsqu'on investit 1 000 € ou lorsqu'on dépense plus exactement 1 000 €, 60 €. mais non, 4 €. Je crois que la justice prend 4 €. C'est ridicule. C'est ridicule. Lorsqu'on dépense 1 000 € d'argent public, je crois que de mémoire, il y a 245 € déjà qui partent pour les retraites. Il y a encore 240 € je crois, qui partent pour l'assurance maladie, hein, bien sûr, et toute la couverture sociale maladie. Et vous avez 4 € pour la justice. 4 € pour la justice, donc c'est 0,4%. Donc qu'est-ce que vous voulez faire ? Oui, 0,4%, ça représente c'est ça. 6 et 4 sur 1000. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est une chose à faire. Il devrait y avoir une seule priorité pour 2027, construire des places de prison. Combien il en faut ? Il en faut, on en a 63 000, on a 87 000 détenus, donc il en faut au moins 25 000. Mais encore, ça c'est parce que la justice passe son temps à éviter la prison à des délinquants. Donc il en faudrait au moins 100 000. Au moins. Et les prisons, par exemple, que j'ai vues, je me suis amusé à parler de Bukele. Parce que je trouve que les prisons Bukele... Au Salvador. Non, mais Pascal... je vous donne mon avis. Après, on peut le contester. Moi, j'en ai marre de voir ce qui se passe dans Paris, en fait. Mais entre Paris et Bukele, il y a peut-être un... Mais moi, ça ne me gêne pas de mettre les gens à l'ombre. Il y a des innocents qui sont en prison là-bas, en fait. Mais il y en a. Mais il y a surtout des coupables. Oui. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais un innocent en prison, c'est intolérable. Qui meurt dans la rue. C'est ça aussi la différence. J'entends. C'est drôle d'ailleurs que tout de suite... Une victime, elle est toujours innocente. Hein. Immédiatement. Moi, je m'aperçois d'une chose, il a été réélu, cet homme-là. Donc c'est bien. Donc importons ce modèle en France. Pour vous, Bukele, formé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais c'est un tyran qui est élu. Qui sauve des vies. Non mais attendez, mais c'est lunaire de dire je souhaite. Mais c'est un démocrate. Arrêtez. C'est un tyran qui a été élu par son peuple. Regardez ce que disent les associations humanitaires, qu'il y a des gens, des innocents qui sont en prison, qui sont arrêtés de façon arbitraire. Sarah Salman. Oui, Poutine aussi, il est réélu pendant qu'on y est. Les Salvadoriens croulaient... ils avaient le plus haut taux de meurtre au monde. En 2015, ils ont le plus faible du continent. Là, ils ont fait des arrestations arbitraires et ils ont mis aussi des innocents en prison. Il n'y a pas des erreurs, mais en tout cas, il y a plus d'innocents qui meurent dans les rues. Mais on ne peut pas souhaiter que notre état de droit soit comme au Salvador. Je ne comprends même pas pour dépiéger un raisonnement, qu'est-ce qui te permet de dire, à distance, sans avoir vu aucun dossier, sans savoir rien, qu'il y a des innocents en prison? J'ai regardé les rapports qui ont été faits. Comme vous, je m'intéresse et je lis l'actualité. Je vais vous retrouver. Ah non, mais non, on va pas plus en plomber. Non, mais... Bon, mais peu importe. En réalité, tu connais pas le rapport. C'est des associations humanitaires. Et vous, qu'est-ce qui vous permet? Ce n'est pas parce qu'une association se dit humanitaire que je lui fais confiance. Mais vous faites confiance que quand ça vous arrange et quand les faits vont dans votre sens. Je fais confiance quand on a des assassins qui vont en prison. Mais c'est sûr que si on met tout le monde en prison comme ça, il n'y a plus de criminalité. Mais non, c'est pas tout le monde. Si on met les criminels en prison, il n'y a plus de criminalité. La réponse est oui. Donc on met des innocents en prison, puis c'est pas très grave. Mais Sarah Salman, je vais vraiment vous... Mais les innocents ne font de mal à personne. Donc il n'y a pas de raison qu'il aille en prison. Il peut y avoir des arrestations arbitraires. Il peut y avoir des erreurs judiciaires comme partout. C'est comme ICE avec Trump, c'est pareil. ICE existait avant Trump. De dire n'importe quoi. Mais à chaque fois, quand c'est Trump, vous défendez Trump. Depuis des années et des années. ICE existait sous Obama, c'était les mêmes. Ils s'en est même servi. Mais écoutez... Sarah, il faut pas. Et justement, d'ailleurs, essayons de ne pas être caricatural. Mais toi, c'est M. Seff qui parle. C'est vous qui êtes caricatureux. Enfin, on en est à dire que Bukele, c'est formidable. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit au contraire que je me suis amusé. Ça a été le début de notre conversation. Je me suis amusé à parler de Bukele avec évidemment la distance qu'il faut avoir de cela. Et je me suis amusé plus exactement à répéter qu'il a été réélu, qu'il y avait le plus fort taux de criminalité en 2015 et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est tout ce que je dis, ni plus ni moins. Voilà, il a évité des milliers de morts à son pays, ça c'est certain. Mais en fait, la leçon qu'il faut retenir de Bukele... Mais en revanche, pour les prisons, je pense qu'il est assez efficace pour construire des prisons. Mais Emmanuel Macron a mis 10 ans pour construire 3000 places, Bukele a mis 8 mois pour en construire 40 000.
Voilà, c'est une prison le pays ne fait pas la même superficie. 16h50. Non, mais ça vous a 40 000 places. Il n'y a pas le même nombre de personnes. Macron a beaucoup plus de places pour mettre des détenus que nous. 16h56, de toute façon, on n'a pas. On ne peut pas être salarié quand on est avocat. Donc, vous déclarez un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, et sur ce chiffre d'affaires, vous payez 50% de charge. 50% de charge. Si je rentre 1 200 €, il y a 200 € pour la TVA et 500 € qui partent dans les charges. Chez Boukele, c'est moins. les avocats sont moins payés. Il y en a pas, il y a pas de droit de la défense. Les avocats, on les met en prison comme ça. C'est plus rapide. Bon, Maëva, terminé. Bon, j'avais une dernière brève, mais je voulais maintenant ou je la garde pour... Donnez-la maintenant. C'est pour les fans de basket, les Spurs qui seront de retour à Paris en 2027. Je ne sais pas si ça vous parle. Victor Wembanyama. Les Spurs, évidemment. Ses coéquipiers qui disputeront une rencontre face aux New Orleans Pelicans. L'occasion donc pour les fans de le voir en action dans la capitale. Bon, j'ajoute que l'IUT de Béziers a annulé la conférence du controversé de Régis Le Sommier. Nous n'avons en aucun cas validé la tenue de la conférence. Alors, ça, c'était l'article du Midi Libre. Hein. Oui, c'est-à-dire que Régis Le Sommier était présenté comme controversé. Ça, j'adore quand un journaliste dit controversé. Je vous explique pas ce que les Midi Libre doit dire de nous lorsqu'il parle de nos émissions. Le très controversé. Le Sommier est controversé. Terrible, Midi Libre. Hein. Bon. Terrible. Terrible. Oui, terrible. Ils sont quand j'ai été nommé à la commission des lois, ils ont écrit Gilbert Collard nommé à la plus minable des commissions. Oui, mais c'est très étonnant. Il faut le faire, hein. Mais toute la presse aujourd'hui régionale est très gauchisée, voire wokiste. Mais Midi Libre, c'est quel actionnaire ? Ah, je sais pas. Franchement, j'ignore. Hein. Ah, vous pourriez le savoir, c'est dans votre secteur mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est Nîmes. À Nîmes, le journal local. Nîmes, c'est le Midi Libre. Et il y a une concurrence ou il n'y a qu'un journal local ? Il n'y a aucune concurrence. Non, il n'y a que le Midi Libre. À Marseille, j'ai dit qu'il y avait la Provence, par exemple. Il y avait le Provençal et le Méridional. C'est Jean-Michel Bellet, Midi Libre. J'avais un petit doute, mais c'est Jean-Michel Bellet. C'est très étonnant, d'ailleurs, que Jean-Michel Bellet soit si à gauche, pardon, pas de liaison, si à gauche que cela, comme à Toulouse. Alors, à Nantes, il y a une petite concurrence encore. Il y a Ouest France, mais c'est vrai que à Marseille, à part la Marseillaise que personne ne lit, hein, qui vit de subventions, hein, bon, à Bordeaux, et de pétanque. Sud-Ouest, je pense pas qu'il y ait une concurrence. En Bretagne, il y a le Télégramme et Ouest France. Un Télégramme, c'est un bon journal. Excellent journal, le Télégramme. Très bon journal. Excellent journal. Mais Ouest France a tourné également très à gauche. C'était des journaux qui étaient démocrates chrétiens, qui étaient sensibilité de gauche, démocrate, on peut le dire. Mais le Midi Libre, ils sont vraiment, ils sont d'un parti pris que j'assume. Michel Bellet, il peut donner des leçons. Moi, je suis l'avocat de sa sœur, j'en ai appris de belle. Hein. Bon, si vous vouliez ne pas nous fâcher. Bon, ce jeudi 21 mai, donc, le journaliste Régis Le Sommier était annoncé à l'IUT de Béziers pour une conférence sur la guerre au cours du Moyen-Orient. L'établissement supérieur a préféré annuler. Écoutez ce que disait Régis Le Sommier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Dans notre démocratie, ce qui est important, c'est d'assurer le pluralisme des opinions, le pluralisme de création, la liberté de création. Et donc, si, pour ce faire, il faut adopter une loi qui permette de l'assurer... Raconter un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Et je me retrouve face à une polémique où on me prête des intentions, où on m'accuse, d'ailleurs en reprenant des propos que je juge diffamatoires, voilà. Et en plus, et là, ça c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez ce journal, donc le Midi Libre, qui reprend les propos de Libération, les propos du Monde contre moi, et qui ne prend même pas la peine de me passer un coup de fil. Donc, vous avez entendu Régis Le Sommier. Au départ, c'était la voix de Yael Braun-Pivet. C'est une petite erreur de ma part et j'en suis désolé. Yael Braun-Pivet, qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure. Ça peut arriver, Fabrice Lafitte. Et je me demande déjà, avec les consoles, c'est très compliqué. Un jour, faudrait... Les consoles et les voyelles, c'est très compliqué. Non, mais il faudrait un jour montrer aux auditeurs la difficulté qu'est un réalisateur de télé ou de radio. C'est une console, vous avez devant vous 300 boutons. C'est vrai. Je ne sais pas comment vous arrivez à trouver le bon. Et d'ailleurs, souvent, vous ne le trouvez pas. C'est ça.
Je suis bien d'accord. C'est très compliqué. Et avec l'âge, Pascal, c'est de moins en moins facile. Non, je les vois plus. Là, je blague pas parce que ça me paraît très difficile. Donc, il y a un son qui peut... Ah, ben, c'est le direct et c'est pas très grave. Voilà, vous êtes aux aguets comme ça. Bon. Dernière brève que je voulais vous donner. Lors du 20h de France 2, une sculpture du 19e siècle a été masquée à l'image pendant une interview du constitutionnaliste Benjamin Morel. Un floutage bref de 13 secondes, mais qui a été repéré. L'œuvre en question est une statue intitulée Amour, réalisée en 1894 par le sculpteur Louis Cosme Demaille, représentant un couple dans un style classique de la 21e siècle, de la fin du 19e siècle. Elle a été restaurée par la ville d'Issy-les-Moulineaux à la demande des descendants de l'artiste. Et à ce stade, aucune explication officielle n'a été donnée pour les raisons de ce floutage. Mais qu'est-ce que cela veut dire, cher Laurent Tessier ? Lors du reportage, la statue qui était derrière Benjamin Morel était complètement floutée. Ça a duré 13 secondes. Et le 20h de France Télévisions a publié un message il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux pour dire: hier soir, dans un sujet sur le nombre de lois en France, nous avons diffusé par erreur une interview avec un floutage en arrière-plan. Cette initiative individuelle n'avait pas lieu d'être. Nous présentons nos excuses à nos téléspectateurs. Mais oui, parce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? La question, c'est pourquoi ? Oui, c'est-à-dire qu'on a pensé que cette sculpture allait choquer, pourquoi pas, et qu'il ne fallait pas représenter, pourquoi pas, quelque chose qu'on jugeait un peu pornographique. C'est ça que je comprends ? Oui, exactement. Ou provocateur. Oui. Donc on met là le doigt dans une société. On a tellement peur de choquer qu'on anticipe. Les talibans ? Non mais... Ah non, mais qu'est-ce que je vous dis, ce sont les talibans qui ne supportent pas de voir le corps d'une femme nue ou le corps d'un homme nu. C'est une pratique talibanesque. Alors je dis pas qu'il y a des talibans dans cette chaîne de télévision, mais je dis il y en a au moins un qui en fait partie. Quoi. Voilà, un. Je dis bien un. Je pas dit plus. C'est vrai que Sarah, vous êtes très jeune, mais il y avait sûrement des dérives dans la société des années 70 et 80. Et des abus, évidemment, inadmissibles. Notamment, être une femme était compliqué dans les années 70-80 parce qu'elles étaient souvent agressées. Parfois agressées, on va pas dire souvent, parfois agressées, et parfois elles ne disaient rien. Et dans des univers professionnels, notamment, c'était difficile. Mais la légèreté, la liberté et l'atmosphère... Et vous trouvez que ça s'est arrangé, là ? C'est-à-dire ? Moi, quand je regarde les chiffres sur les violences conjugales, sur l'inceste, sur les violences faites aux femmes de façon générale, il y a non, je trouve que ça s'est pas arrangé. Simplement, on en parle beaucoup plus. Non, je pense que dans la vie professionnelle, Sarah, il n'y a pas. Moi, je travaille depuis longtemps dans la vie professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes à Europe 1, c'était vrai aussi à TF1, quand j'y étais, ça pouvait être vrai à Canal, elles ne sont pas agressées dans la vie professionnelle. Alors ici, oui, je vous le confirme, ici, il n'y aura jamais de problème. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand même, la peur, comme on dit, a changé de camp. C'est-à-dire qu'elles ont une liberté de parole. Si il y a un geste qui ne convient pas, s'il y a une parole qui ne convient pas, une femme aujourd'hui peut parler, elle sait qu'elle ne sera pas mise en difficulté dans une société comme Europe 1. Elle sait, mais Europe 1, CNews, dans le groupe, il n'y a aucun problème, vraiment, mais dans certaines sociétés, dans certaines sociétés, pas celle-ci, vous pouvez avoir peur de parler parce que vous vous dites, si je parle, je ne vais pas monter, etc. Il y en a certaines qui ne parlent pas, il y en a d'autres qui le font. Voilà, donc je ne sais pas si ça a vraiment changé, mais on en parle plus. Mais moi je trouve Monsieur Sèvres, qui était venu pour parler d'immigration, oui, mais finalement je suis tellement atterré par cette affaire-là, très franchement, ça me rend fou. Je trouve que c'est une talibanisation de la société française. Puis j'ai envie de rappeler quand même que, alors ça c'est, on pourrait dire oui, vous savez, c'est les réactionnaires qui sont contre la pornographie, etc. Mais les statues nues, c'est une tradition européenne qui remonte à la nuit des temps. Et l'Église catholique a été la première à encourager de la peinture. Elle a mis des feuilles de vigne. Peut-être, mais le corps nu en Europe, il n'est pas vu comme quelque chose de pornographique. Pas du tout. Personne d'Européen de tradition voit ça comme quelque chose de pornographique. Donc je trouve ça atterrant qu'une chaîne de télé publique, même si c'est une initiative individuelle, certes, on arrive à considérer qu'une statue qui est là pour être vue. Oui, mais c'est pas une chaîne. C'est là pour être vue. C'est pas une chaîne, c'est une personne. Un salarié dans une chaîne de télé. Pierre Marissev est directeur de l'Institut pour la justice. Mais ce qui est absolument incroyable en 50 ans, c'est que la gauche, qui était libertaire, n'a qu'une chose à vouloir faire, c'est interdire CNews, interdire ceci, interdire cela, interdire. Et que la droite, qui était au contraire parfois sur la censure, est devenue ouverte, libertaire. Exactement. C'est ça qui est sidérant. La gauche ne pense qu'à une chose aujourd'hui:
tout interdire. Punir, le communisme, c'était ça. Hein, mais exactement. Interdire toute liberté. Mais bien sûr. L'État contrôle tout. Non, mais là, ils ont eu peur d'un scandale et ils ont voulu anticiper en censurant, ce qui n'est pas intelligent. Mais attends, la personne qui a flouté... Pardon ? Je dis la pause. J'avais compris la poule. Non, mais vous aviez très bien compris. Non. Et ça, vous feignez parfois de ne pas comprendre tout ça pour faire un bon mot. Oh, pas du tout. Vous n'aviez pas compris la poule quand j'ai dit la pause. Mais vous jouez. Mais non, parce que vous êtes insupportable. Vous courez après Braun-Pivet depuis une demi-heure. Là, Madame Braun-Pivet. Madame Braun-Pivet, oui. Vous êtes insupportable aujourd'hui. C'est votre dernier jour à Paris, je vous connais. Oui. Vous sentez le nîmois. Et puis alors, avec la feria, on va se faire plaisir là. Vous étiez venu, alors je rappelle que vous êtes dirigé l'Institut de la Justice. Institut pour la Justice, ouais. Exactement, directeur de l'Institut pour la Justice. Vous étiez venu pour parler de l'immigration et on n'a absolument pas parlé de l'immigration. Ah bah écoutez, il y a toujours d'autres occasions. Mais non, mais on a été happé par Madame Salman qui nous a emmenés au Salvador. C'est vous qui en avez parlé le premier. Et elle n'a toujours pas retrouvé son association. Si. Oui. Bon, écoutez, c'est trop tard. Bon. Non, c'est pas trop tard. Est-ce qu'on peut dire quand même un mot sur l'immigration très rapidement? Ce que vous souhaitiez dire lorsqu'on apprend que 41% de la population est liée à la migration par les ascendants, les conjoints et de plus en plus les unions des enfants selon une étude de l'INED. Bon, je pense que c'est un chiffre très très large. On le sait, il y a plein de gens issus de l'immigration, même la grande majorité qui sont très bien intégrés en France, donc qui posent pas de problème. Moi, j'aimerais juste attirer une attention sur un sujet que je vois beaucoup en ce moment. Et en fait, notamment parce que l'Union européenne conclut des accords avec l'Inde et avec d'autres pays, avec le Bangladesh également. Et en fait, il faut bien se rendre compte, moi j'ai grandi au Canada. Et le Canada est aujourd'hui un terrain de jeu entre les Chinois et les Indiens. C'est devenu un lieu d'influence étrangère. Et donc le Canada, les politiciens canadiens ne font plus la politique pour l'intérêt des Canadiens, mais pour des intérêts de je ne sais pas quelle nation en Inde qui veut demander son indépendance, etc., etc. Et ça a des vraies répercussions diplomatiques très importantes. Et donc il faut bien se rendre compte que l'immigration, c'est bien souvent des destins individuels difficiles qui essaient de chercher une vie meilleure, mais c'est aussi, bien souvent, pour améliorer la position géopolitique des pays qui les envoient. Et donc c'est une arme géopolitique, l'immigration. C'est pas du tout innocent, en plus des problèmes éventuels d'intégration, d'insécurité qui peuvent se poser. Merci en tout cas d'être passé par notre studio et c'était intéressant de vous écouter. Pierre-Marie Sèvres sur l'antenne d'Europe 1, directeur de l'Institut pour la Justice sur Europe 1. Je le dis pas assez, je crois, Fabrice Lafitte. Oui, c'est vrai. Et c'est notre ami Liberty qui ne vient Alain Liberty. Oui. Notre ami Liberty. Oui, notre directeur. Notre directeur, mais oui. On est des amis, c'est une grande famille, Europe 1. Et il a raison, et il vous dit souvent de rappeler que nous sommes sur Europe 1. Et, oui, il a raison. Nous sommes sur Europe 1, donc d'abord on salue Alain Liberty. Ah oui, il le mérite. Je ne sais plus si vous l'avez croisé ces derniers temps. Bien sûr, on déjeune avec lui le midi. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un homme remarquable. À côté Pascal Pro, il va faire travailler Gilbert, c'est ça qu'il est content. Qu'est-ce que vous avez dit là? À côté Pascal Pro, figure du bien. Non, vous avez dit de nain. Non, du bien. Non. Il est 17h21. Vous n'assumez pas ce que vous dites en plus. 16h, 18h. Pascal Pro sur Europe 1. Bon, je salue quand même nos amis qui sont en régie, notamment Fabrice Lafitte. Les gens de la régie. Cher Fabrice, les gens de la régie. Les fameux. Les gens de la régie. On pourrait faire une petite chanson. Ah bah ils en ont fait une sur les gens de la régie. Ils en ont fait une. Avec les gens là, Fabrice. Vous l'avez, les gens C'est de le la bouton régie vert. Si vous me laissez 30 secondes, 10 secondes pour la chercher. Ah ouais. C'est le bouton vert en haut à gauche. Bon, en tout cas, je salue Fabrice Lafitte. Je salue Alexandre Omar, qui est là. Il est là, monsieur dans Omar l'aquarium. Non, il est parti. Il est avec notre invité Pierre-Marie Sèvres, il le raccompagne. Et puis, évidemment, l'indispensable Laurent Tessier. Bonjour à tous. Comment ça va, monsieur Tessier? Je suis en pleine forme, je vous observe, vous êtes magnifique. Faites une très bonne émission sur Europe 1. Bon, vous êtes très gentil. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire demain matin? Et là, il répond non. Eh bien, exactement. Gauthier me connaît par cœur. C'est encore trop tôt, vous connaissez la réponse, 17h22. Est-ce que vous pourriez nous préparer quelque chose autour de Roland Garros, par exemple, lundi, Vendredi, début de la quinzaine? Au début de la quinzaine. La matinale d'Europe 1 sera en direct de Roland Garros lundi. Moi, je trouve que ça serait pas mal au début. Si dans les archives d'Europe 1, il y a les... Vous savez quelle est la phrase la plus connue ou celle qu'un journaliste de sport répète le plus souvent il n'y a plus de Français engagés à Roland-Garros. Et c'est la célèbre phrase depuis 1983. Et on est des amoureux du tennis. Ben oui. Et d'ailleurs, Europe est partenaire. Donc vous pourriez peut-être imaginer, Laurent, quelque chose autour du tennis. Tout est possible. Bon, je prends toutes les propositions. J'ai trouvé notre chanson. Ah. Elle arrive. Les gens de la régie, la régie, les gens de la régie.
quand même une petite erreur de bouton au départ. Moi, je trouve qu'elle est bien, la chanson. Ça sent le tube de l'été, ça. Il est 17h23, on parle de la tribune zappée Bolloré, publiée dans Libération, et ses signataires du milieu du cinéma. On rappelle que Canal+ est le premier financière du cinéma français, un soutien vital à toute la diversité. On a tout entendu dans la classe politique, à gauche, fascisme, recul de la liberté d'expression, guerre. Tout le monde a fait son petit message, son discours pour se faire bien voir. Et j'apporte tout mon soutien à Maxime Saada et aux équipes de Canal. J'ai longtemps travaillé avec eux, je sais ce que le cinéma leur doit. Ça, c'est ce qu'a dit Dominique Farrugia. Je vous propose d'écouter Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ce matin sur France Inter. Dans notre démocratie, ce qui est important, c'est d'assurer le pluralisme des opinions, le pluralisme de création, la liberté de création. Et donc, si pour ce faire, il faut adopter une loi qui permette de l'assurer, moi, je suis tout à fait favorable. Je ne vise jamais ad nominem un tel ou un tel. Oui, ça m'inquiète parce que on a une liberté qui est sacrée dans notre pays, c'est la liberté d'expression. Et donc, on ne peut pas avoir un espèce de chantage parce que vous vous êtes exprimé, que vous avez exprimé une opinion. Quand je dis il faut garantir la liberté d'expression, d'opinion, de création, je vise évidemment cela aussi. Il n'y a aucun chantage, bien évidemment. Il y a simplement une position. Mais vous le disiez vous-même, si vous signez une telle tribune, c'est que vous n'avez pas envie de travailler avec Canal, a priori. Ouais. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un papier du Figaro. Je me permets de lire l'intitulé. Travailleuse du sexe, producteur télé, historien de l'art, qui sont vraiment les 2000 signataires de la pétition anti-Bolloré. Ils ont fait une recherche sur les noms des signataires. Et il y a effectivement un méli-mélo de personnes qui n'a strictement rien à voir avec le cinéma. Bon, donc tout cela relève encore une fois de plus de la contagion idéologique, la plus bête et la plus basse. Je vous propose d'écouter Catherine Pégard, qui est ministre de la Culture. Elle était aujourd'hui au Sénat. Hier, elle avait eu des propos qui n'étaient pas forcément favorables à Canal. Et manifestement, aujourd'hui, elle a été plus favorable à notre maison de Canal+. La préoccupation que nous devons partager est celle de la capacité du cinéma français à continuer à s'illustrer dans sa diversité. Cet art est aussi une industrie qui nous est enviée dans le monde entier. Ce succès est porté par des piliers, parmi lesquels le Centre national du cinéma, bien sûr, parmi lesquels aussi Canal+. Oui, je le répète, la place majeure qu'occupe Canal+ dans le cinéma français lui confère une voix qui compte, une responsabilité immense aussi. Aujourd'hui, environ un film français sur 2 sont produits par Canal+, des œuvres attendues, des premiers films, souvent le cinéma indépendant. C'est dire qu'elle est partie prenante de la diversité de notre cinéma à laquelle nous tenons tant. Et je souhaite que Canal+ continue à jouer ce rôle fondamental pour accompagner le cinéma, tout le cinéma. Il est 17h26, on marque une pause. Vous êtes bien sur l'antenne d'Europe 1 et vous allez peut-être prendre un week-end, c'est la Pentecôte lundi. Donc, absolument. Vous allez, Et vous savez que c'est plus férié la Pentecôte, c'est une journée de solidarité. Oui, mais ça fait un moment. C'est férié. Oui. C'était la journée, je crois, où le président Mitterrand montait la roche de Solutré. Oui, toujours un moment important politique. Oui. Et monter la roche. Il y a pas. Vous serez là lundi Je suis là lundi à 16h sur Europe 1. S'il revient de la feria. Parce que je rentre le matin. Parce que vous serez dimanche à la feria, samedi, dimanche à la feria. Je pars vendredi. Vous partez demain. Donc, non, après-demain. Mais il va faire très chaud. Mais vendredi, elle aura commencé la feria. On arrive, t'inquiète pas, on arrive sur les coups des vous midi. Tutoyez Gilbert Collard. Oui, je l'ai permis. Oui. Il dit